Alors bonjour à tous, bienvenue dans la salle de lecture allumée de la Société géologique de France. Donc l'année Marcou a été l'occasion pour la Société géologique de France de réaliser un inventaire de ses ressources sur Marcou parce que l'inventaire n'avait pas été fait. Donc, on dispose à peu près d'une centaine de titres, dont un certain nombre de cartes, énormément de tirés à part, tous dédicacés par Marcou avec, ça a été dit dans une des présentations précédentes, je crois que c'est Philippe, avec parfois des petits commentaires, donc achat d'un second exemplaire car le premier avait été perdu, ou retrouvé chez un libraire. Il y a aussi lors d'un de ses séjours à Paris, il a retrouvé son ouvrage dédicacé à la SGF chez un libraire. On ne se l'explique pas, mais en tout cas, il l'a racheté et il l'a annoté avant de le donner à la Société géologique de France. La première chose dont je souhaiterais parler, c'est Jules Marcou et la Société géologique de France. Donc, il arrive à Paris, il rejoint la Société géologique de France en mai 1845. Il est parrainé, en tout cas, il est admis grâce à Alcide d'Orbigny et à Édouard de Verneuil. Édouard de Verneuil, c'est un nom que je vais reciter parce que pour les corrélations stratigraphiques, Marcou va s'en inspirer. Euh, on sait, grâce à Durand Delga, dont la biographie sera affichée là-bas, qui est vraiment une mine d'informations, que dès qu'il est membre de la Société géologique de France, Jules Marcou le fait savoir, puisque dans une lettre citée par Durand Delga de Pasteur, quand Pasteur envoie une lettre à Jules Marcou en 1845, l'adresse, c'est Monsieur Marcou Jules, membre de la Société géologique de France, Salins. Donc dès 1845, il en a parlé à son entourage. Pasteur, à cette époque-là, est à Paris et est en train de suivre des études scientifiques. Et il y a une autre lettre qui est citée par Durand Delga et qui dit: J'ai appris, donc de la part de Pasteur à Marcou, j'ai appris avec grand plaisir et beaucoup d'étonnement la nouvelle de tes succès dont je commence par te féliciter. Je ne pensais pas que tu te donnerais à l'étude de la géologie avec une aussi grande ardeur, avec le désir de faire avancer cette science jeune et belle. Je la regardais comme un délassement utile pour ta santé, et voilà que j'apprends avec une double satisfaction que tu es dans une parfaite santé et un vrai géologue. C'est vrai que les premières informations qu'on a sur Jules Marcou, c'est plutôt qu'il est d'une santé fragile. Et quand on voit la vie d'aventurier qu'il va avoir, bah, c'est vraiment la réalisation de sa vocation. Donc, Jules Marcou commence à publier dans les mémoires de la Société d'histoire naturelle de Neuchâtel, qui à l'époque est une revue de Louis Agassiz. Mais il va commencer par publier ça. C'est affiché ici l'original. Il va ensuite parler assez frais d'une notice sur la formation keuperienne dans le Jura salinois, et il va commencer à faire des petites présentations dans des séances de la Société géologique de France. Ça va paraître dans le bulletin et ça va finir par devenir un mémoire justement sur le Jura salinois. Et là encore, il y a une anecdote qui est relayée par Durand Delga, qui est que quand il fait ses petites présentations, la première fois qu'il est monté à Paris, qu'il est membre de la SGF et qu'il veut parler de son travail, il explique que la salle était pleine de monde. À la première séance où j'eus la parole, je lus mon manuscrit. Après peu de temps, je m'aperçus de l'inattention générale. Chacun causait, à peine si trois ou quatre écoutaient. Je décrivais le Queper, ce qui est un étage du Trias, où il y a beaucoup d'aridité de description. Je me promis de changer à la prochaine séance et au lieu de lire mon manuscrit, j'exposais mes recherches sur le terrain jurassique, écrivant sur le tableau la classification que j'adoptais, esquissant une carte des chaînes des monts du Jura, faisant des coupes, et cette fois-ci, j'eus l'attention de toute la société. Donc, on pense que c'est effectivement l'image qui a déjà été utilisée tout au long de la journée et qui est présente sur la droite, la petite carte de la région de Salins. Et c'est vraiment sa première grosse publication. C'est un beau mémoire, c'est un beau volume. Il va ensuite se diriger vers les États-Unis. Euh, on en a parlé en tant que naturaliste, voyageur naturaliste du muséum. Il va, avec Agassiz, faire une exploration autour du lac supérieur.
dont on a parlé aussi. Et depuis quelques jours, on a la chance dans des vitrines d'avoir des échantillons du muséum de cette période-là, 1849-1850. Ça va démarrer ici, ça va concerner le Canada, le Québec. On va avoir une vue des chutes du Niagara avec, d'après Durand Delga, écrit en allemand, une notice en allemand de Marcoux sur les chutes du Niagara, où on pense que la petite silhouette en bas à droite, c'est une représentation de Jules Marcoux lui-même. Ensuite, on va avoir un petit focus ici sur tout ce qui va être les roches du lac supérieur, en particulier le cuivre. Ça va vraiment, le lac supérieur, c'est donc, il y a une pointe dans le Michigan qui s'appelle Kinawow, où il y a apparemment énormément de cuivre natif qui est utilisé depuis des générations et des générations. Et Marcoux va en ramener pas mal. La suite du déroulé de cette exposition, il y a certaines choses dont on était obligé de parler, mais que on n'a pas encore eu le temps de beaucoup expliquer dans les vitrines. Il va y avoir effectivement la querelle du Taconic qui va avoir lieu pendant plusieurs décennies. Donc des dizaines et des dizaines d'articles et des dizaines de tirés à part où Marcoux va se confronter aux géologues américains. Il va y avoir quelques petits grès rouges qui vont être représentés ici parce que c'est justement aux États-Unis, il n'y a pas seulement des étages stratigraphiques, il y a des formations qui sont définies par les lieux où elles sont le plus représentatives. Et il y a les anciens grès rouges et les nouveaux grès rouges qui font vraiment partie des légendes stratigraphiques. Donc on tenait absolument à les avoir. On va avoir un petit peu de houille ici parce que forcément, les ressources minérales sont toujours intéressantes à signifier sur des cartes. À cet endroit-là, vous avez les originaux, une partie des originaux dont Philippe Rossi a parlé ce matin en expliquant mieux que je ne pourrais jamais le faire l'échelle stratigraphique, la légende stratigraphique, les termes qui sont utilisés, pourquoi ils sont utilisés, comment est-ce que ça évolue. Et pour finir, on était obligé quand même de mentionner, malheureusement, comme il n'a pas été en Californie entre 1849 et 1850, on n'a pas d'échantillon de cette époque-là, mais on finit sur le Nouveau-Mexique avec des grifféas. Donc, comme disait Daniel, les fossiles qui ont posé tant de problèmes, tant de controverses. Donc, au départ, c'est Griffea, je crois, d'Illa Tata, variété Tucumcari. Et donc, lui, il l'attribue au Jurassique. Ça va être ensuite déterminé comme étant du Crétacé. Et ensuite, il va être déterminé qu'avec les connaissances qu'il y avait à l'époque, il avait fait du mieux qu'il avait pu. Ça avait été corrélé enfin, il avait été aidé par, à l'époque, d'Archiac avant que ça se passe moins bien, et avec Verneuil, qui était d'accord avec lui, et Agassiz aussi. Donc ici, on termine avec les amis et les ennemis de Marco. Donc parmi les amis, il va y avoir Barrande, va y avoir toute une tradition aussi, comme Thurman, de géologues jurassiens, euh, auxquels il va rendre hommage dans les géologues et la géologie du Jura. Il va effectivement obligatoirement y avoir Pasteur, version anglaise et version espagnole. Et ensuite, on arrive aux ennemis, dont Philippe a parlé. Et même à l'échelle internationale, il va y avoir une réponse à James Dana parce que dans l'American Journal of Science, à chaque fois que Marcoux va faire paraître quelque chose, il va y avoir une réponse qui va être assez forte. Il y aurait même une réponse qui est anonyme, qu'on pense attribuer à James Hall, mais il y a pas de certitude, où tout est démoli. C'est-à-dire que le choix de ne pas avoir utilisé un fond topographique va être remis en question. Le choix d'avoir écrit le nom des États américains à tel endroit, un tout petit peu décalé de quelques millimètres de la vraie frontière, ça va être remis en question. Euh, Finalement, Agassiz va essayer de venir en aide en 1859 à Marcoux, qui en fait n'avait pas trop besoin d'aide, pour dire que les autres cartes qu'il a vues des États-Unis souffraient à peu près des mêmes défauts de conception, c'est-à-dire qu'on notait là où on pouvait noter, et que il a vu, lui, les échantillons qui posaient problème, il fait confiance à Marcoux, mais la controverse va durer va durer tout le 19e siècle, en fait. Il va jamais se réconcilier avec personne. Et puis, il va passer ensuite à ses ennemis, on va dire, français. Et effectivement, Élie de Beaumont euh,
Philippe en a déjà très très bien parlé. Moi, j'ai lu dans les 5 premières pages de La Science en France que Élyde Beaumont, il l'appelait le sénateur enfermé dans son Pentagone, que j'ai trouvé ça aussi absolument génial. Il va l'appeler le monomane mathématicien aussi. Donc, je vous recommande sincèrement la lecture de Marcou quand il se met à parler de ses aventures et de ses voyages. Donc, son expédition dans les montagnes rocheuses, donc de La Science en France, les géologues du Jura, ou aussi très savoureux, il fait un petit tiret à part sur le canal du Panama qui a été montré aussi. Et la première phrase, c'est: on me demande souvent comment j'ai fait pour avoir à ce point raison, surtout sur le canal de Panama. Et ça pose déjà le texte qu'on va avoir. C'est très très bien écrit. C'est quelqu'un de très direct, très franc, euh, avec une très belle plume, qui de temps en temps a des petites tics, qui va beaucoup écrire, au lieu d'écrire j'avais, il va beaucoup écrire j'avois. Il aime beaucoup cette tournure de phrase, par exemple. Donc, c'est un petit côté ancien. Il a des petites particularités de style. Mais je vous le recommande vraiment parce qu'on apprend plein de choses sur, effectivement, comment s'organisent les services géologiques dans le monde. Dans la première partie de La Science en France, il explique comment fonctionne le service géologique britannique, comment ça fonctionne en Espagne, comment ça fonctionne aux États-Unis. Et c'est moins pire qu'en France. Donc, malgré tout le mal qu'il va dire de l'US Geological Survey, il va dire encore plus de mal du service de la carte géologique. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'évolution de la représentation des États-Unis. Donc, des premières petites cartes, ça va démarrer ici. Et après, il y aura un tout petit bonus là-bas. À partir d'ici, alors normalement, officiellement, la première carte des États-Unis, mais qui n'est pas encore vraiment une carte géologique, elle est attribuée à Guettard, qui en 1752 avait réalisé une carte minéralogique où l'on voit la nature des terrains du Canada et de la Louisiane. Et c'est dressé par un certain Philippe Buache de l'Académie des sciences. Mais la première vraie carte qu'on considère comme presque géologique, ça va être un certain William McClure, qui va être cité constamment par Marcou et par la plupart des chercheurs. Donc ici, vous avez un don de Jules Marcou, une carte qui a été entoilée, qui est dédicacée, qui représente, qui est un fac-similé de la carte que McClure avait publiée. Je ne sais plus si c'est 1809 ou 1811. Je crois que c'est 1809. Ça a été imprimé ensuite dans un journal français en 1811 et McClure a réalisé une deuxième édition en 1817. Dans cet ouvrage, on va avoir une autre version de cette même carte avec plus de délinéation au niveau des montagnes. McClure, c'est un Écossais qui est considéré comme le père de la géologie américaine, qui est parfois même appelé le William Smith de la géologie américaine. Il va réaliser cette carte en explorant la baie du Mississippi et puis il va remonter. Il est alors, il n'est pas géologue du tout. Il va très très bien gagner sa vie à Londres pendant des années. Et ensuite, il va devenir citoyen américain et travailler à la géologie. Il va fonder, je crois que c'est c'est la Philosophical Society, je crois, peut-être of Philadelphia. Et donc, il va produire une carte qui est d'inspiration wernerienne avec des terrains primaires, des terrains secondaires, des terrains, des roches alluvionnaires, etc. Le deuxième exemple qu'on peut citer en géologie américaine, ça va être en plus le grand ennemi de Marcus, c'est James Hall. Donc, on trouve cette carte ici. Elle concerne les Middle et Western States. Donc, c'est publié dans sa géologie de New York. Ça va jusqu'à l'Iowa, ça va jusqu'à l'Illinois, ça va à l'est jusqu'au Missouri, ça monte jusqu'au Canada. La chose qui est très, très intéressante sur cette carte, c'est qu'il y a 23 couleurs en bas à droite pour des formations ou des groupes qui sont plutôt liés à la lithologie. Donc, on va trouver par exemple du calcaire, du carbonifère, du vieux, du nouveau grès rouge. Et il va y avoir beaucoup de groupes. Il va y avoir des Hamilton Group, des Clinton Group. Et en fait, c'est un système qui est utilisé en particulier dans le Geological Survey of New York, mais qui après va être généralisé à la géologie américaine.
c'est quelque chose qu'on appelle un concept de type locality, c'est-à-dire qu'il y a un lieu de référence dont on va se servir et on va se servir du nom de la localité au lieu de l'étage stratigraphique. Donc les corrélations vont être très très amusantes à faire, je pense. Il faut que ça soit très très bien décrit en tout cas. Donc James Hall, c'est une des plus grandes figures de la géologie du 19e. Lors de présentations précédentes, quelqu'un, je ne sais plus, c'était peut-être Philippe, avait mentionné la personnalité de Ebenezer Emmons, qui est le premier qui va parler du taconique. Non, c'était Philippe Rossi. Voilà, c'était ça. Euh, Absolument. Donc c'est l'ironie suprême, c'est que Ebenezer Emmons est celui qui développe le concept du taconique un petit peu tout seul dans son coin, qui de ce qu'on sait de lui avait une personnalité plutôt solitaire, paranoïaque, avec un délire de persécution, et que il va avoir comme élève James Hall, il va échanger avec Marcoux. Marcoux rédigera une très belle notice nécrologique sur lui et que Marco reprendra un peu le flambeau de sa bataille pour le Taconique et contre le Cambrien. Ensuite, ici, on commence à arriver aux cartes de Marcoux. Donc, à la Société géologique de France, on en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Euh, à un moment donné, je les avais toutes affichées pour essayer de voir le jeu des 7 différences. Donc la première, c'est sûr, c'est en 1853, la Geological Map of the United States and the British Provinces of North America. La notice est ici. Ça va être un format qui va être très très souvent retrouvé, même ne serait-ce que la couleur ou la couverture, sur beaucoup de reports faits par le Geological Survey américain. Donc, ça démarre par un hommage à Louis Agassiz. Toute sa carrière, il va continuer à rendre hommage à Louis Agassiz fréquemment. Et il y aura une planche qui va déjà commencer à poser problème. Non, dans celui-là, il y a plusieurs planches qui vont poser problème sur chacun des étages. Donc, il va y avoir silurien inférieur, silurien moyen, silurien supérieur, avec les fossiles les plus représentatifs pour donner une idée. Ensuite, on arrive à la version française de cette carte, toujours sur les mêmes régions, mais avec des couleurs un petit peu différentes. On arrive ensuite sur une curiosité, la version allemande, publiée aussi en 1855 avec un tout petit résumé. Ce résumé, je vais en reparler un tout petit peu parce que je vais juste citer une anecdote sur le retour de Marco et comment est-ce qu'il réalise officiellement sa carte. Ici, vous allez avoir le bulletin de la Société géologique de France de 1855 qui contient une carte qui se trouve là, derrière nous dans la grande vitrine, mais qui sinon ressemble énormément à cette carte, qui est le bulletin de la Société géologique de France, où pendant plus de 100 pages, il va exposer, c'est l'équivalent de sa notice, son résumé explicatif, c'est ça qui va causer énormément de problèmes. Va y avoir pareil, dans l'American Journal of Science, un retour très très négatif sur le fait qu'un Français, euh, il y a vraiment la notion que c'est un Français qui a fait du mauvais travail et que ça aurait été même mieux que ça soit un Américain qui fasse du mauvais travail, en fait. C'est vraiment le fait que ça soit un Français. Donc ici, vous avez ce fossile, vous avez donc la carte originale qui est juste avant, qui encore une fois est dans des teintes différentes, donc on a toutes les couleurs possibles et imaginables. Voilà. Et vous allez aussi avoir la version École des mines, parce que la même année, c'est aussi publié dans les Annales des mines en 1855. Et la chose qui est amusante, c'est que cette carte est publiée dans les Annales des mines. Encore, les couleurs sont différentes, les terrains sont probablement presque tous les mêmes, mais juste avant, son article qui va traiter des systèmes de montagne, donc pas de la carte en elle-même, mais des systèmes de montagne, et qui va reprendre les théories d'Élie de Beaumont, il y a un article qui est consacré au lac supérieur et au particulier au cuivre dans la région du Michigan, qui va devenir le pays du cuivre à partir des années 1840. Donc je vous invite à regarder parce que la carte de la région dont tous les échantillons sont issus dans cette grande vitrine, en fait, elle se trouve juste avant la carte des États-Unis, comme par hasard. Et elles sont très jolies, c'est des aquarelles, c'est très mignon. Enfin, on arrive à la version officielle. Et je tenais à raconter un petit quelque chose qui, je pense, n'a pas été cité aujourd'hui, qui n'est, je crois, pas cité par Durand Delga, mais qui est cité
par Jules Marcou lui-même dans sa notice Geology of North America. Donc, Jules Marcou est engagé comme géologue. Il arrive en Californie. Il décide de rentrer à Boston en passant par le canal du Panama, ce qui lui donnera de quoi ensuite écrire quelques jolies pages, sous prétexte il est malade. Ah si, Durand Delga précise que euh, pour des raisons inconnues ou délicates, Jules Marcou doit rentrer. Jules Marcou l'explique. Si vous regardez la page, il a des petits problèmes intestinaux qui est très très récurrent. Et comme il se sent vraiment vraiment pas bien, il décide d'aller faire un petit tour, de retourner dans le Jura, de profiter de l'air euh, français, on va dire. Et donc, il emballe toutes ses petites affaires. Et puis, le lieutenant Whipple lui demande de faire un petit résumé de son rapport, de le lui donner. Mais tout s'organise bien. Il emballe ses affaires. Il est prêt à partir à Salins. Et 2 jours avant son départ, euh, le secrétariat de la guerre, donc les gens qui ont commandité cette expédition, se rendent compte qu'en fait, il est en train de partir avec toutes les notes et tous les échantillons qui, selon eux, appartiennent au gouvernement américain. Donc, il y a une tentative de stopper le départ de Marcou en disant merci de bien vouloir restituer les roches. Marcou explique qu'en fait, il a tout emballé, c'est-à-dire ses roches à lui, qu'il y a 22 boîtes gigantesques, qu'elles sont déjà en train d'être préparées à être ramenées en France. Donc, on lui explique que ça, c'est la propriété du gouvernement américain et qu'en France, il va falloir qu'il les rende. Et de toute façon, il va falloir qu'il rédige quelque chose. Les choses vont très, très, vont plutôt mal se passer, on va dire. Le projet de rédiger un rapport ne va plus être attribué à Marcou, va être attribué à un certain Blake, qui faisait aussi partie de l'expédition, et qui, du mieux qu'il peut, va essayer les échantillons vont être rapatriés aux États-Unis, et il va y avoir une correspondance ensuite entre Blake et Marcou, parce que Marcou va écrire en termes très clairs que on lui a retiré l'occasion d'écrire le rapport comme c'était prévu, et que il faut bien citer que lui, il a fait que récolter les échantillons, il ne sera d'accord avec aucune des interprétations. Et ça encore, c'est un plaisir de le lire. En français dans l'ouvrage, il écrit la correspondance qu'il a eue en expliquant il ne faut pas le mettre en note, qu'il n'a contribué à rien dans l'ouvrage. Il faut le mettre en titre. Donc on voit effectivement, encore une fois, la personnalité de Marcou. Blake va lui aussi publier dans l'American Journal of Science en disant que c'est un odieux personnage et que de toute façon ses échantillons et ses notes étaient très mal rangés. On peut plaindre ce dénommé Blake puisque les notes de Marcou pendant son voyage étaient en abréviation de français. Donc pour un Américain, réussir à traduire ça et à publier un rapport, je peux comprendre qu'il ait été un petit peu de mauvaise humeur. Il va y avoir pareil, pour continuer sur la controverse, il va y avoir des échantillons qui apparemment ne sont pas correctement étiquetés, dont des grifféas. Donc ça va encore causer, rajouter quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc ça, c'était une anecdote que je voulais raconter parce que je vous recommande vivement la lecture de ces quelques pages. C'est assez surréaliste, le niveau d'intégrité, on va dire, et en même temps de provocation de Marcou tout au long de sa carrière. Et effectivement, ça va très bien lancer. C'est toutes ces controverses qui vont avoir lieu, que ce soit sur les fossiles, que ce soit sur le taconique. Bah, tout commence là, en fait. Et c'est une lecture très, très intéressante. Les dernières petites choses que j'ai rajoutées en bonus, donc vous avez l'original de la carte du monde qu'on est très, très fiers d'afficher. Elle était portée disparue depuis plusieurs années dans notre bibliothèque. Elle n'était pas rangée dans le bon tiroir. C'était juste ça. Donc, je tiens à remercier mon ancienne responsable et maintenant une bénévole, Christine Appia, qui a pris le temps de fouiller tiroir par tiroir pour se rendre compte qu'il y avait un tiroir qui s'appelait Autre. Donc, en fait, c'était des échelles stratigraphiques, c'était des planches, c'était des posters de dinosaures et il y avait cette carte. Donc, on est très, très heureux de l'afficher. Et puis, pour terminer ici, s'il y a des gens qui s'intéressent un petit peu à Jules Thurmann, dont on a parlé comme étant effectivement une très bonne, un maître pour Jules Marcou dans sa jeunesse,
On a plusieurs ouvrages de lui, on tenait à lui rendre hommage et à le montrer ça ici. Un article très intéressant de Verneuil sur le parallélisme des roches des dépôts paléozoïques de l'Amérique septentrionale avec ceux de l'Europe, avec un tableau des espèces fossiles communes aux deux continents. Donc Marcoux va travailler là-dessus. Marcoux va faire confiance à Verneuil aussi basé sur ce travail. On a ensuite, je crois, ici, comme le demandait Daniel, la petite mention de la météorite à Ornans dans le bulletin de la Société géologique de France. Et pour finir, on n'a malheureusement pas le rapport, le rapport enfin, rédigé pour la mission de Marcoux, mais on a un autre rapport qui concerne la Californie sur le Mississippi vers le Pacifique pour le chemin de fer. Et je vous laisserai regarder les planches qu'il y a dans ce recueil. Elles sont absolument superbes. Et enfin, on a un dernier petit exemple, une citation au début du XXe siècle de Jules Marcoux dans un ouvrage américain, Contributions to American Geology, euh, d'un certain Merrill, où on a la version américaine de l'histoire. C'est-à-dire ce que quelques années après la mort de Jules Marcoux, on écrit sur lui, sur sa contribution et sur encore l'influence que Dana a sur le mode de pensée américain, parce que Marcoux a tort dans cette histoire. Voilà. C'est pour ça qu'il faut lire à la fois Marcoux et ses détracteurs, parce que c'est très très bien écrit. Et je recommande vraiment De la science en France. C'est une très très bonne lecture. Voilà. Pour la colorisation des cartes, est-ce que c'est à la main ou est-ce que c'est imprimé en lithographie Je pense que sur les dernières, c'est vraiment de la lithographie. On s'est posé la question. Ça a l'air d'être fait en masse sans aucun problème. Ici, pour celle-là et celle-là, je suis sûre que c'est fait à la main. Parce que dans la critique qui fait de la carte géologique de la France, il dit qu'il n'y a que la colorisation à la main qui est Qui, bonne. qui est- Ça m'étonne pas de lui. Mais Il dit que c'est baveux, on n'a pas les nuances, etc. c'est une période où en fait les deux encore coexistent. Il y a L'imprimerie encore a fait des progrès entre temps. Oui. Mais en fait, à chaque fois que je vois une version, c'est une version différente. Les couleurs sont jamais les mêmes. Donc, je ne sais pas si elles passent selon les méthodes de conservation, selon les tirages qui ont été faits. Mais on a au moins 8 à 9 cartes différentes. Enfin, parfois les mêmes, mais avec des couleurs différentes. Et c'est vraiment un jeu trouver les différences entre toutes les cartes, si on en trouve. Moi, j'ai une question, mais en aparté, c'est quoi cette carte-là? Ça, je tenais à l'afficher, mais je serais presque totalement incapable de l'expliquer. C'est, Parce que pour moi, c'est le Gondwana de Sus, je crois mais en 1860. que c'est publié dans ces roches, Lettres sur les roches du Jura, parce on l'a mis là et la planchette est manquante. C'est ça. Et c'est le moment où il explique que le Jurassique, effectivement, la corrélation fait qu'on doit le trouver à ces endroits-là différents. Oh, pardon. Pardon, pardon. Oui. Non, non, c'est les roches du Jura, c'est extrait des roches du Jura. Il y a deux cartes à la fin. Voilà. Oui, mais en, en- en tout cas, c'est bien 20 ans avant Sus, hein, et c'est le Gondwana. Donc, Sus qui a emprunté à Marcoux. Oui, oui. Ouais. Parce que, et il y a les ponts continentaux entre l'Afrique et l'Amérique, etc. Bon, Oui. non, non, mais ça, c'est, moi, je découvre ça, c'est 20 ans avant. Non, tu crois pas? Oui, mais peut-être qu'il faut mettre derrière des choses que lui ne voyait pas. Ouais. Ah, On a une lecture. mais quand même, il fait le continent et la Pangée, si tu veux. Oui, oui, bon, enfin, bref. À mon avis, il faudrait consulter cet ouvrage-là. Ben ça, c'est les roches du Jura, lettre sur les roches du Jura. Parce C'est que, la restructuration et la répartition. parce que ça, c'est.
C'est c'est le Gondwana Land Oui. qui a été appelé Gondwana. Elle est assez frappante. La première fois que je l'ai vue, Et avec les ponts continentaux entre les continents, évidemment, il n'y avait pas encore la dérive. C'est lui le premier qui fait ça ou pas? Bah, Qui ont posé. 1860, Oui, non, plus c'est 1880 et quelques. Oui, c'est ça, il peut arriver qu'à ça parce qu'il fait des corrélations. Il fait des corrélations du Jurassique. Oui, oui, oui. Eh ben donc, il referme l'Atlantique, forcément. Oui. D'une certaine façon. C'est bien, Si vous lisez le livre, alors le livre, donc on en a deux exemplaires. deux exemplaires, il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs éditions. Hein. Donc il y a deux éditions en fait. Il faut prendre la deuxième édition qui est plus complète. Deuxièmement, il écrit sous forme de lettres. Et ce sont des lettres. Il dit lui-même qu'il écrit des lettres. Et c'est vachement intéressant de le prendre comme lettre à un ami inconnu, enfin pas vraiment inconnu, mais un peu inconnu, où il a une écriture très particulière. Enfin, troisièmement, il parle à un moment, il faut créer un continent Jurassique, Amérique, Afrique, Australie. Et il met le terme Jurassique, et il ne le met pas sur la carte ici, mais dans l'écrit, c'est un continent Jurassique, Amérique. Mais là, il n'y a pas le mot Jurassique. Ouais. Oui, non, mais dans le texte écrit, dans le texte, c'est un continent Jurassique, Amérique, Afrique, Australie. Il a oublié dans Ah, peut-être sur la deuxième, il y a. Bon. Et donc, moi, je vous propose de faire le bicentenaire avec un nouveau titre, No Marcou, No Spielberg. No C'est- Jurassic. No Marcou, No Spielberg. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Marcou, Spielberg, il ne fait pas Jurassic Park. Donc, voilà.